Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple. Pourquoi un morceau de métal conduit l'électricité et pas un bout de bois? La réponse, elle, est loin d'être simple. Elle nous plonge au cœur d'une des théories les plus puissantes de la physique, la théorie quantique des solides. Alors oui, la question paraît presque banale. On sait tous que le cuivre conduit l'électricité et que le plastique, lui, isole. On pourrait s'arrêter là, non? Eh bien, pas du tout. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut laisser de côté la chimie classique et plonger tête la première dans le monde étrange de la physique quantique. Et la clé de tout ce mystère, elle est là, dans ces équations. C'est le domaine de la mécanique quantique, mais appliqué à des objets bien concrets, les solides. Et notre voyage commence avec un problème qui, à première vue, a l'air complètement insoluble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment décrire un solide, en théorie, il faudrait être capable de suivre le mouvement de chaque noyau et de chaque électron qui le compose. Et c'est là, précisément, que les choses se compliquent sérieusement. Prenez un tout petit morceau de matière. Il contient un nombre d'atomes avec 23 zéros derrière. C'est juste gigantesque. Et le pire, c'est que chaque particule interagit avec toutes les autres. L'électron A interagit avec l'électron B, qui interagit avec le noyau C. C'est un balai cosmique d'une complexité folle. Essayer de décrire tout ça avec une seule équation, c'est mission impossible. Pourtant, en théorie, tout est bien contenu dans une seule équation maîtresse qu'on appelle l'hamiltonien. Pensez-y comme la recette ultime de l'énergie du système. Il y a l'énergie des électrons, l'énergie des noyaux et bien sûr l'énergie de toutes leurs interactions. C'est un peu l'équation de tout pour notre solide, mais elle est bien trop compliquée pour être résolue comme ça. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on peut la décomposer en plusieurs parties. D'un côté, on a l'énergie des électrons entre eux. De l'autre, l'énergie des ions du cristal. Et enfin, l'énergie de l'interaction entre ces deux mondes. Le vrai défi, c'est de simplifier ce monstre mathématique sans jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire sans perdre la physique essentielle. Et c'est là qu'arrive la première idée de génie. Si on ne peut pas tout calculer en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas séparer les problèmes? Cette idée brillante, elle porte un nom, l'approximation de Born-Oppenheimer. Et tout part d'une observation vraiment simple, mais qui a des conséquences énormes sur la différence de masse entre les particules. C'est simple, les ions, c'est-à-dire les noyaux du cristal, sont des milliers de fois plus lourds que les électrons. Du coup, ils bougent beaucoup, mais alors beaucoup plus lentement. Pour un électron qui file à toute allure, le réseau d'ions a l'air presque immobile. C'est comme si le décor était figé. On peut donc faire comme s'ils étaient gelés sur place et se concentrer uniquement sur le mouvement des électrons dans ce décor fixe. Bon, le problème est un peu plus simple, mais on n'est pas encore au bout de nos peines. Même si les ions sont immobiles, il reste le problème de tous les électrons qui continuent d'interagir les uns avec les autres. On est face à ce qu'on appelle un problème à n corps. En gros, pour savoir où va l'électron numéro 1, il faut savoir où sont tous les autres au même moment. C'est un cercle vicieux, on est de retour dans une impasse. Et voici la deuxième astuce. Au lieu de calculer chaque petite interaction, on va faire une approximation. On va imaginer que chaque électron ne ressent pas les autres individuellement, mais qu'il baigne dans une sorte de champ électrique moyen, un brouillard collectif créé par la présence de tous les autres électrons. Et ça change tout. On passe d'un problème unique et impossible, celui des n électrons qui s'influencent tous, à n problèmes beaucoup plus simples et surtout qu'on sait résoudre. On a enfin une équation sur laquelle on peut travailler, celle d'un seul électron qui se balade dans le potentiel périodique des ions. Ok, on a maintenant un problème qui est gérable. La question c'est comment on le modélise? Comment un électron se comporte-t-il vraiment dans cet environnement si parfait et si régulier qu'un cristal? La règle du jeu, elle est donnée par le théorème de Bloch. Et ce qu'il nous dit est finalement assez logique, puisque le décor, le cristal, est périodique, alors le comportement de l'électron doit lui aussi refléter cette périodicité. C'est une contrainte mathématique super puissante qui va guider toutes nos solutions. À partir de là, les physiciens ont imaginé plusieurs modèles. On peut soit partir d'électrons presque libres qu'on perturbe un peu, soit partir d'électrons très attachés à leurs atomes et qu'on laisse sauter de temps en temps. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces deux approches pourtant très différentes mènent au même résultat, à un concept absolument révolutionnaire. Alors, après toutes ces simplifications, tous ces modèles, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? Qu'est-ce que cette théorie nous révèle de si fondamental sur la matière? C'est là que tout prend son sens. Prenons un électron tout seul dans le vide. Son énergie, elle peut prendre n'importe quelle valeur. Plus il va vite, plus il a d'énergie. Ça suit une belle courbe continue, une parabole. Aucune restriction. Mais attention, à l'intérieur d'un cristal, ce n'est plus du tout le cas. Le potentiel périodique du cristal vient casser cette belle parabole. Il crée des zones d'énergie qui sont permises, qu'on appelle des bandes, et qui sont séparées par des zones d'énergie strictement interdites. C'est ce qu'on appelle les bandes interdites ou les gaps.
Un électron dans un cristal ne peut tout simplement pas avoir une énergie qui tombe dans ce gap. C'est impossible. Et ça devient encore plus bizarre. La forme de ces bandes d'énergie, leur courbure, va dicter la façon dont l'électron réagit quand on le pousse. Ce qui nous amène à une question qui a l'air complètement folle. Eh bien la réponse c'est oui. Alors attention, la masse de l'électron ne change pas vraiment, évidemment. Mais à cause de ces interactions avec le réseau, tout se passe comme si sa masse avait changé. On appelle ça la masse effective. Et le plus fou, c'est que près du sommet d'une bande, cette masse peut devenir négative. Ça veut dire que si on pousse l'électron, il recule. C'est ce concept contre-intuitif qui est à la base de toute la technologie des semi-conducteurs. Au final, le résultat de toute cette théorie, c'est une sorte de carte comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle la structure de bande d'un matériau. C'est sa véritable carte d'identité quantique. Elle nous dit absolument tout sur les énergies que les électrons ont le droit d'avoir. Et c'est cette carte qui répond enfin à notre question de départ. Dans un métal, les bandes d'énergie sont soit à moitié remplies, soit elles se touchent. Les électrons peuvent donc passer à un niveau d'énergie supérieur très facilement pour se dépasser. C'est un conducteur. Dans un isolant, il y a un gap énorme entre la dernière bande remplie et la première bande vide. Les électrons sont coincés, ils ne peuvent pas bouger. Et le semi-conducteur, c'est l'entre-deux. Le gap est assez petit pour qu'on puisse aider les électrons à le franchir, avec un peu de chaleur ou de lumière par exemple. Voilà comment, en partant d'une équation a priori insoluble et en utilisant quelques approximations très intelligentes, on arrive à expliquer les propriétés électriques de toute la matière qui nous entoure. C'est ce qui est au cœur de nos ordinateurs, de nos smartphones, de tout notre monde moderne. Et ça laisse rêveur quand on pense à tous les autres secrets que le monde quantique nous cache encore.